Il existe une citation puissante, souvent partagée mais rarement comprise dans toute sa profondeur, quand vous êtes sérieux au sujet de votre rêve. Soyez prêt à être seul. Soyez prêt à être douté. Soyez prêt à être critiqué. Soyez prêt à être moqué. Soyez prêt à être mal compris. Soyez prêt à perdre beaucoup de gens. Nous vivons dans une époque qui fétichise le résultat final. Nous applaudissons les milliardaires, les auteurs à succès, les leaders révolutionnaires et les artistes acclamés lorsqu'ils soulèvent leurs trophées. Mais nous détournons pudiquement le regard du processus sanglant, solitaire et psychologiquement épuisant qui les a menés là. L'excellence a un coût. L'ambition est une taxe prélevée sur votre confort émotionnel. Si vous décidez de vous extraire de la moyenne, vous signez un contrat tacite avec l'adversité. Ce script n'est pas une énième compilation de pensées positives toxiques. C'est une autopsie de la réussite. À travers la psychologie, la sociologie et l'histoire de ceux qui ont façonné notre monde, nous allons analyser pourquoi chaque ligne de cette citation est une loi universelle de l'accomplissement. Chapitre 1. Soyez prêt à être seul. La solitude n'est pas un accident de parcours pour le visionnaire, c'est son habitat naturel. Dans la littérature sociologique, notamment dans les travaux de Nicole Aubert sur le coût de l'excellence, il est démontré que l'injonction au dépassement de soi isole l'individu. Le dirigeant, le créateur ou le réformateur porte une charge mentale qu'il ne peut partager. Être à la tête d'une vision signifie porter seul la responsabilité ultime. Pour comprendre l'extrême limite de cette solitude, regardons l'histoire de Nelson Mandela. Avant de devenir le symbole mondial de la réconciliation et le premier président noir d'Afrique du Sud, Mandela a payé le prix de la solitude absolue. En 1964, il est condamné à la prison à vie. Il passera 27 années derrière les barreaux, dont une grande partie sur Robben Island, dormant sur une fine natte à même le sol en pierre. Mais la solitude de Mandela n'était pas seulement physique, elle était profondément émotionnelle et familiale. Pendant des années, il n'a eu droit qu'à de rares visites. Il n'a pas pu assister aux funérailles de sa mère en 1968, ni à celles de son fils aîné, Thembi, mort dans un accident de voiture en 1969. Son mariage avec Winnie Mandela, bien qu'érigé en mythe romantique par le mouvement anti-apartheid, a été détruit par cette séparation forcée. Comme le souligne la journaliste Emma G. Keller, Mandela a sacrifié sa vie de famille pour la cause de la liberté. La solitude est le creuset où se forgent les convictions inébranlables. Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, expliquait que la solitude ne vient pas du fait de n'avoir personne autour de soi, mais de l'incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes, ou de soutenir des points de vue que les autres jugent inadmissibles. Si votre rêve est grand, votre solitude le sera tout autant. Chapitre 2. Soyez prêt à être douté. Le doute est le premier gardien à la porte de vos ambitions. Avant que le monde ne valide votre idée, il la rejettera. Le cerveau humain est programmé pour préférer le statu quo et se méfier de la nouveauté. Par conséquent, lorsque vous présentez une idée novatrice, la réaction par défaut de la société est le scepticisme. L'histoire de J.K. Rowling est l'incarnation même de la résilience face au doute institutionnel. Au milieu des années 90, Rowling était une mère célibataire, vivant des aides sociales dans un appartement glacial, et luttant contre une dépression clinique sévère qui lui inspirera plus tard les détraqueurs, ces créatures qui aspirent la joie de vivre. Lorsqu'elle a terminé le manuscrit de Harry Potter à l'école des sorciers, elle s'est heurtée à un mur de doute. Son manuscrit a été rejeté par 12 maisons d'édition. Le premier agent qu'elle a contacté lui a renvoyé son dossier avec un mot brutal: « Ma liste est complète. La chemise que vous nous avez envoyée ne rentrerait pas dans l'enveloppe. » Rowling a raconté plus tard qu'elle tenait beaucoup à cette chemise car elle n'avait quasiment pas d'argent pour en racheter une autre. Même lorsqu'elle a finalement été publiée par Bloomsbury, son éditeur lui a conseillé de trouver un travail de jour, doutant qu'elle puisse gagner sa vie en écrivant des livres pour enfants. Lors de son célèbre discours à Harvard en 2008, elle a déclaré « L'échec m'a fait me séparer de tout le superflu. J'avais touché le fond, mais le fond est devenu la fondation solide sur laquelle j'ai rebâti ma vie. Le doute des autres ne doit jamais devenir votre propre doute. » Chapitre 3.
Soyez prêt à être critiqué. Dès l'instant où vous agissez, vous devenez une cible. La critique est la taxe que l'on paye pour quitter l'anonymat. Plus votre ambition est grande, plus la critique sera féroce, souvent perçue comme de l'arrogance ou de la folie par ceux qui n'ont pas votre vision. Prenez Steve Jobs. Aujourd'hui vénéré comme un génie du design et de la technologie, il a été l'une des figures les plus critiquées de l'histoire des affaires. En 1985, à l'âge de 30 ans, Jobs a été publiquement humilié et renvoyé de l'entreprise qu'il avait lui-même fondée, Apple, après une lutte de pouvoir avec le PDG John Sculley. La critique à son égard était acerbe. On le qualifiait de tyran narcissique, incapable de gérer une entreprise, obsédé par des détails insignifiants au détriment de la rentabilité. Les psychologues qui ont analysé son profil post-mortem soulignent souvent son manque d'empathie et son comportement parfois cruel envers ses employés. Pourtant, Jobs n'a jamais laissé la critique diluer sa vision. Pendant ses 12 années d'exil, il a fondé Next et racheté Pixar. Lorsqu'il est revenu chez Apple en 1997, l'entreprise était au bord de la faillite. En ignorant les critiques qui lui disaient de se conformer aux standards de l'industrie, il a lancé l'iMac, l'iPod, l'iPhone et l'iPad, transformant Apple en l'entreprise la plus précieuse au monde. La leçon ici n'est pas qu'il faut être cruel pour réussir, mais que la critique est inévitable si vous refusez les compromis. Si vous cherchez l'approbation universelle, vous êtes condamné à la médiocrité. Chapitre 4. Soyez prêt à être moqué. Il y a une différence entre la critique, qui attaque vos méthodes, et la moquerie, qui attaque votre légitimité. Les rêveurs sérieux sont souvent traités de fous avant d'être qualifiés de génies. La moquerie est le mécanisme de défense des esprits étriqués face à l'impossible. Personne n'a subi autant de moqueries publiques dans l'ère moderne qu'Elon Musk à ses débuts. Lorsqu'il a fondé SpaceX en 2002 avec l'ambition de coloniser Mars, l'industrie aérospatiale entière a ri. En 2001, lorsqu'il s'est rendu en Russie pour tenter d'acheter des fusées intercontinentales reconditionnées, les ingénieurs russes se sont littéralement moqués de lui, le traitant de novice naïf. La moquerie s'est intensifiée avec ses échecs cuisants. Entre 2006 et 2008, les 3 premiers lancements de la fusée Falcon 1 de SpaceX ont explosé en vol. En 2008, avec la crise financière, Tesla et SpaceX étaient toutes deux au bord de la faillite. La presse économique se délectait de la chute imminente du milliardaire excentrique. Musk a dû investir ses derniers millions personnels, emprunter de l'argent pour payer son loyer et faire face à un divorce public. Antonio Gracia, un investisseur, se souvient d'un dîner en 2008 où Musk a déclaré « Je dépenserai mon dernier dollar pour ces entreprises. S'il faut que nous allions vivre dans le sous-sol des parents de Justine, nous le ferons. » Le 4e lancement a réussi. Aujourd'hui, SpaceX ramène des astronautes de l'ISS et Tesla a révolutionné l'industrie automobile. La moquerie n'est que le bruit de fond de ceux qui regardent depuis les gradins pendant que vous êtes dans l'arène. Chapitre 5. Soyez prêt à être mal compris. Être mal compris est le symptôme direct d'une vision qui dépasse l'horizon de vos contemporains. La psychologie du leadership visionnaire montre que les grands leaders opèrent sur un plan de réalité différent. Ils ne gèrent pas le présent, ils construisent le futur. Chez Apple, les employés appelaient cela le « champ de distorsion de la réalité » Reality Distortion Field de Steve Jobs. Jobs refusait d'accepter les limites techniques que ses ingénieurs lui présentaient. Il exigeait l'impossible, et parce qu'il y croyait avec une conviction irrationnelle, ses équipes finissaient par réaliser cet impossible. De l'extérieur, il était perçu comme déraisonnable, têtu et déconnecté de la réalité. En vérité, il refusait simplement que la réalité actuelle dicte ce qui pourrait exister demain. Cette incompréhension frappe particulièrement les femmes ambitieuses. Une étude de 2023 intitulée « Le Grand Coquelicot », faisant référence au syndrome du Grand Coquelicot où la fleur la plus haute est coupée, révèle que près de 90% des femmes s'estiment pénalisées par leur succès au travail. Leur ambition est souvent mal comprise, perçue non pas comme du leadership, mais comme de l'agressivité ou de la prétention. Être mal compris est épuisant, mais c'est la preuve que vous ne vous conformez pas au moule préétabli.
Chapitre 6. Soyez prêts à perdre beaucoup de gens. C'est sans doute la ligne la plus douloureuse de la citation, car elle touche à notre besoin fondamental d'appartenance. Quand vous êtes sérieux au sujet de votre rêve, votre fréquence vibratoire change. Vos priorités se transforment. Vos week-ends passés à faire la fête se transforment en nuits blanches de travail. Vos conversations sur les potins se transforment en discussions sur les idées, la croissance et l'avenir. Ce changement crée une friction inévitable avec votre entourage. Les psychologues parlent souvent du deuil lié aux ruptures amicales. La fin d'une amitié, surtout lorsqu'elle est due à une divergence d'ambition, peut être vécue comme un effondrement. Vos anciens amis pourraient percevoir votre dévouement comme de l'arrogance ou de l'éloignement. Ils vous diront que vous avez changé, comme si grandir était un crime. La vérité brutale est que tout le monde ne peut pas vous accompagner au sommet. L'ascension exige de voyager léger. Vous perdrez des amis qui se sentent menacés par votre évolution, car votre succès agit comme un miroir reflétant leur propre stagnation. Vous perdrez des partenaires qui ne peuvent pas supporter le poids de vos sacrifices. Comme l'a tragiquement illustré la vie de Nelson Mandela, le dévouement total à une cause supérieure laisse souvent des ruines dans la sphère intime. Perdre des gens n'est pas un signe d'échec, c'est le processus naturel de mue. Vous faites de la place pour des relations alignées avec la personne que vous êtes en train de devenir. La solitude, le doute, la critique, la moquerie, l'incompréhension et la perte. Ces 6 éléments ne sont pas des punitions, ce sont des filtres. Ce sont les barrières de sécurité que l'univers a mises en place pour séparer ceux qui veulent simplement le succès de ceux qui le méritent. Le psychiatre Boris Cyrulnik, théoricien de la résilience, explique que le traumatisme ou l'épreuve n'est pas une fin en soi, mais un matériau que l'individu peut remanier pour se reconstruire plus fort. Chaque moquerie essuyée par Musk, chaque refus encaissé par Rowling, chaque jour de prison enduré par Mandela, chaque critique subie par Jobs n'étaient pas des obstacles à leurs rêves, c'était le chemin lui-même. Si vous êtes actuellement dans cette phase sombre, si vous vous sentez atrocement seul, si vos proches doutent de vous, si l'on se moque de vos ambitions, comprenez ceci, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous payez le prix de l'excellence. Ne baissez pas les bras. Ne réduisez pas la taille de vos rêves pour apaiser les insécurités des autres. Embrassez la solitude, utilisez la critique comme carburant, et continuez à construire. Le sommet est solitaire, mais la vue y est incomparable.